Imaginez une course de relais qui durerait 400 ans. Une course entre trois villes incroyables. Amsterdam, Londres et puis New York. Chacune a pris le témoin, a dominé le monde pendant un temps et avant de le passer, a inventé une pièce essentielle de notre vie d'aujourd'hui. On va retracer ensemble cette histoire folle qui a donné naissance au capitalisme, à nos villes géantes et aux gratte-ciels. C'est quand même fou de se dire que tout part de là, d'un petit village de pêcheurs. Non seulement ce village va inventer le capitalisme moderne, mais il va devenir la ville la plus riche de toute l'Europe. C'est le coup de pistolet qui lance notre course, un sprint qui va absolument tout changer. Alors, voilà le parcours. Vers 1600, c'est l'âge d'or d'Amsterdam. Ensuite, elle passe le témoin à Londres, qui va dominer jusqu'au début du XXe siècle. Et enfin, c'est New York qui prend la tête de la course. 3 villes, 3 époques, et à chaque fois, une véritable révolution. Allez, on plonge dans la première étape, Amsterdam. Amsterdam, donc, c'est vraiment là que tout commence. On connaît les canaux, les tulipes, tout ça, mais il faut imaginer la ville à l'époque comme un immense laboratoire à ciel ouvert. C'est là qu'on a écrit le logiciel, le code source de toute notre économie mondiale. Mais alors, comment on passe d'un port de pêche à une superpuissance? Eh bien la réponse, elle est assez surprenante, grâce à une crise. À l'époque, le centre économique de l'Europe, c'est Anvers, mais la ville s'effondre, et là, tous les cerveaux, les marchands, avec leur argent et leur savoir-faire, fuient vers le nord. Ils débarquent à Amsterdam, et ce ne sont pas juste des réfugiés, c'est le carburant qui va lancer le moteur économique du siècle. Et pour conquérir le monde, il leur fallait un outil. Ils vont l'inventer. Et c'est une idée de génie. La Compagnie des Indes orientales, la VOC. Pour la toute première fois, une entreprise n'appartient pas à un roi ou à une riche famille. Non, elle appartient à des milliers de gens normaux. N'importe qui pouvait acheter des actions. On a retrouvé dans les registres des artisans, des commerçants et même 7 domestiques parmi les tout premiers investisseurs. C'est la naissance de l'idée qu'on peut tous posséder un petit bout de l'économie mondiale. Bon, il y avait quand même un petit hic. L'argent investi était bloqué pendant 10 ans. 10 ans, c'est une éternité quand on n'a pas beaucoup d'argent. Alors il fallait une solution. Et elle a été trouvée sur un pont, tout simplement. Ceux qui avaient besoin de récupérer leur argent venaient sur ce pont pour vendre leur part à d'autres qui voulaient investir. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la toute première bourse du monde, de manière complètement improvisée. Et l'esprit d'innovation ne s'est pas arrêté à la finance. Loin de là. Côté industrie, ils ont mis au point une sorte de chaîne de montage pour construire des navires 30 fois plus vite. 30 fois! Et la ville elle-même a été repensée, avec ce plan magnifique de canaux en demi-cercle qui est en fait le tout premier plan d'urbanisme moderne. En clair, ils n'avaient pas seulement le logiciel financier, ils avaient aussi le matériel pour aller avec. Et voilà, le témoin passe à Londres. De l'autre côté de la Manche, les Anglais ont bien observé le modèle hollandais et ils se sont dit « c'est pas mal ce qu'ils font, mais on peut faire la même chose en beaucoup plus grand ». Londres ne va pas réinventer le capitalisme, elle va le faire passer à l'échelle d'un empire. Et en faisant ça, elle va créer un monstre urbain, la mégalopole. Le déclic pour Londres, ça va être une véritable apocalypse, le grand incendie de 1666. Toute la ville médiévale, construite en bois, part en fumée. Une tragédie terrible, bien sûr, mais en même temps, une occasion en or. D'un coup, on a une page blanche. On peut tout reconstruire de zéro. Non plus comme une cité du Moyen-Âge, mais comme une machine commerciale moderne, bâtie en briques. Et cette nouvelle Londres amène ses propres innovations. La finance devient une institution, avec des vraies banques sur Lombard Street. L'immobilier devient un jeu de spéculation qui crée les quartiers chics de l'Ouest, le West End. Et c'est là que la ville se fracture en deux. D'un côté, les riches à l'Ouest, de l'autre, les usines et les quartiers pauvres à l'Est, dans l'East End. C'est la naissance de cette séparation sociale dans l'espace qui marque encore nos villes aujourd'hui. Et la preuve de ce passage de témoin, on la voit dans les chiffres. C'est sans appel. Amsterdam plafonne à 200 000 habitants. Pendant ce temps, Londres explose et dépasse le demi-million. La compétition n'est plus à armes égales. Par sa taille seule, Londres aspire toute l'énergie du monde. Ça y est, le centre de gravité économique a traversé la Manche. Allez, dernier coureur de notre relais. On traverse l'Atlantique, direction New York. Si Amsterdam a écrit le logiciel et Londres a construit le hardware, alors New York a tout assemblé pour créer la machine commerciale ultime. Et ce qui est assez ironique, c'est que l'ADN de cette machine, son but unique, a été programmé dès le début par les Hollandais. La boucle est bouclée. Et c'est ça qui rend New York si unique en Amérique. Pensez-y, Boston a été fondé pour des raisons religieuses, Philadelphie pour des idéaux de tolérance. Mais New York, ou la Nouvelle Amsterdam comme elle s'appelait au début, a été fondée pour une seule et unique raison, le profit. Son but n'était pas de bâtir une cité idéale, mais un comptoir rentable. Et tout son développement va découler de ce pragmatisme un peu brutal. Alors, comment on optimise une machine à faire de l'argent? En rationalisant tout l'espace. Le fameux plan damier de Manhattan de 1811, ce n'est pas qu'un plan de rue.
C'est avant tout un outil économique. Il transforme chaque bout de l'île en un produit standard, facile à acheter, facile à vendre, un produit sur lequel on peut spéculer. La ville elle-même devient une sorte de bourse immobilière géante. Et la machine a fonctionné à plein régime. En 50 ans à peine, la population est multipliée par 8 pour atteindre 800 000 personnes. C'est une véritable marée humaine sur une toute petite île. Le problème, c'est qu'avec l'eau tout autour, New York ne peut pas s'étendre horizontalement. Il ne lui reste donc qu'une seule direction pour grandir, vers le ciel. Sauf que pour conquérir le ciel, il manquait 2 inventions capitales. La première, c'est une révolution structurelle, l'ossature en fonte, un squelette en métal qui permet au bâtiment de monter très haut sans s'effondrer. La deuxième, c'est une révolution mécanique, l'ascenseur de sécurité d'Elissa Otis. Grâce à lui, les étages élevés deviennent non seulement accessibles, mais aussi désirables. Avec le squelette et le système circulatoire, le gratte-ciel pouvait enfin naître. La course est terminée. On a vu 3 villes, 3 innovations absolument fondamentales. Mais alors, au final, quel est l'héritage de ce relais de 400 ans? Comment ces 3 villes, ensemble, ont-elles réellement construit les fondations du monde dans lequel on vit? En fait, l'héritage est très clair. Amsterdam nous a donné le concept d'entreprise, les actions, les marchés boursiers. Londres a créé le modèle de la ville-monde, la mégalopole, avec son centre financier puissant et sa division sociale. Et puis New York a inventé la verticalité, transformant le ciel en une nouvelle frontière pour l'immobilier. Chacune a posé une brique essentielle de notre monde moderne. Finalement, on peut voir toute cette histoire comme la construction d'un ordinateur. Amsterdam a écrit le logiciel, le code du capitalisme financier. Londres a construit le hardware, l'infrastructure mondiale, l'empire. Et New York a créé l'interface utilisateur, cette grille verticale et hyper dense dans laquelle on vit et on travaille. Les 3 ensemble, ils forment le système d'exploitation de notre monde. Pendant 400 ans, cette course a donc façonné notre monde. Mais une chose est sûre, le témoin n'est jamais au repos. Il est déjà en train de changer de main. Alors la vraie question, ce n'est pas tant de savoir qui a gagné par le passé. La vraie question, c'est qui court la prochaine étape? Quelle ville, aujourd'hui, est en train d'inventer notre futur?